Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je vais essayer d'aborder un sujet très important parce que c'est quelque chose qui m'est arrivé récemment. Je vais aborder le sujet de rentrer dans un réseau de franchise et devenir justement franchisé ou rester indépendant. Comme vous savez, je suis dans l'immobilier depuis très 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 longtemps, ça fait maintenant plus de 15 ans et j'ai eu le temps de voir et de rencontrer beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de chefs d'entreprise, beaucoup de dirigeants, beaucoup de patrons d'agences, de franchisés ou d'indépendants. J'ai pu faire le tour de la question. Euh, Dernièrement, justement, c'est pour ça que j'essaye d'aborder ce sujet. Comme je vous l'ai dit dans l'épisode précédent, c'est que j'ai envie d'aborder des sujets qui m'arrivent tous les jours, des dilemmes que je rencontre, des problématiques que je rencontre et des solutions que je vais essayer d'apporter à ce qui m'arrive tous les jours, tout le temps, en tant qu'entrepreneur, moi-même, bien sûr. Et donc, je vais essayer de partager les choses avec vous. Là, j'ai envie de parler d'un sujet qui ne m'arrive pas à moi, mais qui arrive à un de mes clients et j'espère futurs clients, qui se retrouve dans une grosse problématique. Il est rentré dans un réseau de franchise. Le réseau de franchise ne lui plaît plus tel qu'il est aujourd'hui et il aurait bien voulu en sortir. Le problème, c'est qu'il n'arrive pas à en sortir. Donc, je vais bien sûr pas donner les noms, ni des personnes, ni du réseau de franchise, parce que c'est pas le but. C'est pas le but, ni de faire du dénigrement, ni de la délation, ni diffamation, ni quoi que ce soit. Mais c'est de réfléchir sur un sujet précis, rentrer dans une franchise ou pas. Ça, c'est le principe même de ce sujet d'aujourd'hui, sans justement parler d'une franchise ou d'une autre. Mais on va parler justement dans le domaine de l'immobilier pour l'instant. Le terme de la franchise, déjà, il faut comprendre ce que c'est avant d'aborder le sujet. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'une franchise? À quel moment une entreprise devient une franchise? Alors, le principe de base, c'est j'ai créé un concept, j'ai eu une idée, j'ai créé un concept, j'ai une idée, et je pense qu'elle est bonne. Donc, je lance la machine, je lance le premier commerce avec ma marque, avec mon idée, je l'améliore, ça dure 1 an, ça dure 2 ans, et je dis voilà, je pense que ça pourrait se développer. Donc, comment je vais faire pour pouvoir développer ma marque, développer mon concept et bien sûr gagner un peu plus d'argent? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais devoir chercher d'autres personnes qui pensent comme moi, qui pensent que mon concept est bon, qui pensent que ma marque est bonne, et je vais leur dire, est-ce que ça vous dit de rentrer en tant que partenaire avec moi? Et pour rentrer en tant que partenaire, bien sûr, il faudra accepter certaines conditions. Les conditions sont souvent les mêmes. Ok, pour faire le même concept, il faudra accepter la charte graphique, il faudra accepter le projet commun, il faudra accepter les objectifs communs, faudra accepter la méthodologie, la technique, les produits, le service, la qualité de service, la qualité du contenu, etc., etc. Il faudra accepter de ressembler exactement comme l'origine de tout, c'est-à-dire le premier magasin, la première boutique, la première idée. Tous ceux qui vont rejoindre le franchiseur vont devoir lui ressembler. C'est le principe. Pourquoi on va devoir lui ressembler? Parce que le principe de base, c'est que si ça a marché pour lui, et ça marchera pour moi, mais à une condition, c'est que je fasse la même chose. Si je prends la moitié de l'idée, je ne vais pas réussir à moitié. J'ai tout simplement créé une nouvelle fausse bonne idée. Et si jamais je fais mieux, ben c'est pas la franchise de base. Et donc ça peut changer complètement le concept. Et peut-être que le concept, il n'est pas fait pour ce que l'autre a décidé d'inventer. Et en général, ceux qui vont être attirés par une franchise, c'est ceux qui se disent, je vais pas avoir besoin d'inventer quoi que ce soit, ni de rater, ni de réussir, ni de réfléchir. Je vais tout simplement avoir besoin de copier celui qui a réussi, qui a testé, qui s'est pris les bouillons et qui au final arrive à une bonne conclusion. Et son concept tel qu'il est maintenant fonctionne et marche et qui peut générer du chiffre d'affaires facilement et rapidement selon les concepts. Donc, le principe même d'être franchiseur, c'est de se dire, j'ai une bonne idée, il faut que je la multiplie un peu partout. Alors, il y a des franchises qui vont se déployer localement, d'autres
régionalement, d'autres nationalement, d'autres internationalement. Ça peut arriver, il y a plein de choses comme ça. Il y a Pizza Hut, il y a Domino's, il y a McDonald's, il y a Zara, il y a des tonnes de marques que vous connaissez aujourd'hui qui sont des franchises en réalité. Et donc, ils ont créé un concept et ils l'ont développé dans le monde entier. Chacun avec son propre concept, avec sa propre façon de développer son enseigne, avec ses propres tarifs d'entrée, etc., etc. Une franchise, alors je ne vais pas rentrer dans le détail de chacune, ce n'est pas vraiment le plus important maintenant, mais les principes de base, c'est quoi? C'est que si je rentre dans une franchise, en général, il va avoir des droits d'entrée. Ils sont différents d'une franchise à l'autre. Il y a des droits d'entrée à 5 000 euros, il y a des droits d'entrée à 0 euros, il y a des droits d'entrée à 10 000 euros, à 50 000, à 100 000, à 1 million, à 200 millions d'euros pour entrer dans une franchise. Tout est possible, tout dépend de la franchise, la marque, le thème, l'emplacement, l'exclusivité, etc. De toutes les conditions qu'on pourrait rajouter sur un contrat de franchise. Et donc, il y a plusieurs sortes de franchises. Une franchise marchera si l'origine de l'idée est bonne et si la façon dont l'idée a été développée est bonne. Et si vraiment il y a une raison pour laquelle on peut développer ce concept, parce qu'il a quelque chose d'unique ou d'intéressant ou de vraiment innovant. Et c'est le moment ou jamais de le dupliquer. Je vous donne un exemple. On prend Pizza Hut. Pizza Hut, c'est sur le principe une pizzeria. Sauf, ils ont leur propre façon de faire de la pizza. Ils ont de la pâte épaisse, ils ont la pâte fine, ils ont une propre recette à eux. Tout le monde reconnaît le goût d'une pizza Pizza Hut. Ils ont après tout un concept de restaurant, ils ont leur façon de préparer les choses, leur bar salade illimitée, etc. Ils ont plein de choses sympas. Moi, j'adore Pizza Hut. Lorsque quelqu'un a envie d'ouvrir une franchise Pizza Hut, il se dit, voilà, je vais adhérer à tout le concept. Et Pizza Hut, ils veulent que des gens qui adhèrent à tout le concept. Et donc, ils vont me donner un tarif pour rentrer dans leur concept. Allez, imaginons que, alors je ne connais pas du tout le prix, hein, mais imaginons que le droit d'entrée pour rentrer chez Pizza Hut, c'est 100 000 euros. Et donc, on va rentrer, on va payer 100 000 euros, mais on n'a encore rien reçu en échange des 100 000 euros. On a tout simplement réussi à avoir les droits d'entrée et on a payé la marque. Mais après, on va devoir chercher un local, on va devoir faire les travaux dans le local, on va devoir acheter le matériel que Pizza Hut nous impose. Alors, ils vont nous imposer plein de choses, hein, les fours à pizza, la taille des plateaux de pizza, ils vont nous imposer la taille des cartons, etc., etc. Ils vont même nous vendre de la marchandise. Ils vont même nous vendre les cartons avec le logo dessus, etc., etc. Ils vont en fait nous vendre tout un concept clé en main et ça, c'est très bien. C'est-à-dire que je suis un acheteur ou un franchisé tout neuf. Je viens avec de l'argent et du jour au lendemain, j'ai un concept Pizza Hut clé en main. Mais c'est pas fini. J'ai mon concept clé en main, j'ai le local parce qu'ils m'ont même aidé à m'implanter dans un endroit où il n'y a pas de Pizza Hut. Je vais avoir une sorte d'exclusivité territoriale et je vais pouvoir commencer à bosser. Mais avant de pouvoir commencer à bosser, il faut que j'embauche des employés. Et les employés, il faut qu'ils soient formés à Pizza Hut. Il faut qu'ils sachent faire exactement la vraie pizza à Pizza Hut. Avec la pâte feuilletée ou pas la pâte feuilletée, la pâte épaisse, la pâte fine, avec le fromage à l'intérieur et à l'extérieur, avec toutes les recettes, qui maîtrisent absolument toutes les recettes Pizza Hut, ça c'est important. Donc ils vont être formés à l'école Pizza Hut. Et bien sûr, si j'embauche un salarié, c'est moi qui vais payer le salarié et c'est moi qui vais payer aussi la formation. Ça c'est normal aussi. Et donc à la fin, j'ai un salarié qualifié Pizza Hut. Et ça aurait pu être la même chose pour Domino's Pizza ou Rabbit Pizza ou toutes les pizzerias que vous connaissez avec des vraies marques. C'est à peu près le même concept. La différence près, c'est les tarifs et les droits d'entrée et les coûts des formations. Et donc, je suis franchisé Pizza Hut. J'ai tout le concept clé en main. J'ai plus qu'à mettre un peu d'huile dans ma machine, c'est-à-dire que j'embauche les bonnes personnes, je me débrouille pour trouver des bons salariés, je fais des entretiens, je fais tout d'une certaine manière à ma sauce et je lance la machine. J'ai dépensé 100 000, 200 000, 300 000 euros et mon fonds de commerce est lancé. Mais ce qui a un avantage, mais l'avantage que nous avons avec Pizza Hut, lorsqu'il a accepté de vous prendre comme franchisé, d'abord, il a vérifié que vous ayez d'abord l'argent pour entrer dans le fonds de commerce, dans la franchise, mais en plus
que vous allez durer dans le temps. C'est que vous ayez une certaine trésorerie pour que votre restaurant continue à fonctionner, même s'il n'y a pas assez de chiffre d'affaires. Mais la chose supplémentaire que Pizza Hut va amener, c'est un site internet, une communication, de la publicité, et du jour au lendemain, vous avez ouvert, vous avez lancé votre site internet, automatiquement vous aurez de la clientèle, parce que tout a été réfléchi en amont, et on vous a implanté dans un endroit où il n'y a pas de Pizza Hut, mais pourtant il y a une clientèle, parce que c'est le principe même d'une franchise, c'est de vérifier les endroits et l'implantation de chaque franchisé futur. Et donc vous ouvrez, c'est vrai, c'est vrai que ça vous a coûté très cher, le droit d'entrée, mais au final, c'est normalement rentable, parce que la machine va tourner, parce que tout est en place, parce que vous ne pouvez pas vous tromper, parce que eux, ils se sont trompés avant vous, et ils ont réparé toutes les erreurs possibles et imaginables. Est-ce que lorsque vous ouvrez, à part risquer de l'argent, qui normalement va revenir dans un certain temps, vous ne risquez pas grand-chose. Avec Pizza Hut, ça marcherait. Avec Domino's Pizza, ça marcherait. Avec Alain Flelou, ça marcherait. Ce sont des franchises puissantes. Alors, il y a plein de franchises puissantes, hein. Après, il faut faire ses propres calculs, l'argent qu'on a et l'envie. Mais dans ce genre de marque, en général, on pourrait pas se tromper de beaucoup. En général, ça va marcher parce qu'eux-mêmes, ils sont très sélectifs pour leurs futurs franchisés. Ils veulent absolument pas que une des franchises tombe, qu'elle se casse la figure, et ça ferait du mal à la marque tout entière. Donc, ce sont des grosses marques qui savent comment fonctionnent les franchisés. Ils savent animer le réseau de franchises et faire que ça bouge tout le temps, tout le temps, tout le temps. Maintenant, il n'y a pas que des grosses franchises, il n'y a pas que des gros franchiseurs. Il y a aussi des petits franchiseurs. Il y a des petites boîtes qui vous disent, voilà, tu ouvres une société avec moi, service à la personne, je vais t'amener des clients ici et là. Alors, il y a vraiment de tout. Il y a plein de petits franchiseurs. Et ça marche aussi en petit, mais ça marche aussi. Si vous ne savez pas ce que c'est que la franchise et les choix qui pourraient exister, une fois par an, je pense, ou 2 fois par an, il y a ce qu'on appelle le salon de la franchise un peu partout en France. Ça marche très très bien. Vous allez voir, si vous allez vous balader dans ce genre de salon, il y a lorsqu'ils ouvrent un salon comme ça qui va durer un jour, 2 jours, des fois 3 ou 4 jours, ça dépend du salon, de la taille, enfin, etc. Ça dépend de l'endroit. Euh, Vous allez voir que c'est rempli d'entrepreneurs ou de gens qui pensent qu'ils sont entrepreneurs et des gens qui ont envie tout simplement d'investir leur argent. La majorité des gens qui vont ouvrir des franchises, Pizza Hut ou Domino's Pizza ou peu importe, hein, ce ne sont pas spécialement des gens qui viennent du domaine. C'est des gens qui, hier, ils étaient bouchers ou facteurs ou je ne sais pas quoi. Ils avaient de l'argent un peu de côté. Ils ont dit, voilà, j'ai 100 000 euros, qu'est-ce que je peux faire avec? Et des fois, ce sont des gens qui changent totalement de tout au tout, hein. Hier, il était, je sais pas moi, commerçant, il avait une brasserie et du jour au lendemain, il ouvre un Alain à Flelou. Il connaît rien à l'optique, mais il a décidé d'investir là-dedans parce qu'il pense que c'est un métier d'avenir. J'en sais rien. Ça arrive très 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 souvent que des gens qui n'ont rien en rapport avec la pizzeria ouvrent une pizzeria à Pizza Hut ou Domino's. Même s'ils sont très sélectifs, ils sont quand même assez ouverts à tous ceux qui peuvent leur amener de l'argent. Maintenant, ce n'est pas très grave. Il y a plein de gens qui peuvent avoir une reconversion professionnelle. Et c'est très bien comme ça. Je n'ai absolument rien contre ça. Parce que je sais que certaines grosses franchises vont former les gens de A à Z et vont leur apporter beaucoup de choses. Ils avaient besoin de leur argent, mais de l'autre côté, ils vont leur donner beaucoup de choses en échange, formation, conseils, accompagnement, etc. Et ça, c'est très bien. Je n'ai rien contre le principe de la franchise. Au contraire, je trouve que c'est quelque chose de génial. Mais dans certains domaines, la franchise, ça ne fonctionne pas et ça ne devrait pas exister. Et là, ce que je vous dis, c'est assez radical, et c'est le sujet justement du jour, c'est que je pense que dans certains cas, la franchise, c'est une pure arnaque. C'est tout simplement du vent. Et on va utiliser la naïveté de certaines personnes, et on va leur vendre du vent, on va leur vendre du rêve, et au final, on va leur prendre de l'argent alors qu'il n'y a rien en échange. Ce que je vais dire maintenant peut énerver beaucoup de monde, hein. Je sais, ça dépend sur qui ça va tomber, ce podcast, mais je sais que ça peut tomber entre certaines mains de certaines personnes qui vont au final s'énerver sur ce que je dis. Ils vont même critiquer, m'insulter et faire pas mal de choses. Mais c'est mon avis et j'assume absolument ce que je dis maintenant, ce que je vais dire.
Et je sais que c'est très grave ce que je vais dire, parce que ça va toucher à peu près 10 à 15 000 franchisés en France. Alors, le monde dans lequel... Alors moi, je vous parle d'un domaine, celui que je maîtrise, celui que je connais de très 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 près, qui est le domaine de l'immobilier. Je pense réellement que dans l'immobilier, le principe de la franchise, tel qu'il est aujourd'hui, tel qu'il fonctionne aujourd'hui et depuis des années, cette manière-là de fonctionner en tant que franchiseur en immobilier ne devrait pas exister. Maintenant, je ne dis pas qu'il ne faudrait pas modifier cette façon de fonctionner, et là, ça serait très bien. Mais la façon dont ça fonctionne dans l'immobilier, pour moi, c'est une pure arnaque. D'ailleurs, moi, j'ai fait des changements, parce que moi aussi, je propose une sorte, je dis bien une sorte de franchise, mais tellement... Alors, j'appuie bien sur le mot une sorte, parce que c'est totalement différent, et vous allez le comprendre. Mais parce que je ne conçois pas la franchise telle que c'est aujourd'hui. Comment ça fonctionne dans l'immobilier? Dans l'immobilier, il y a un gars qui pourrait être boucher hier, ou pâtissier, ou boulanger, ou graphiste, ou tout simplement un ancien commercial, qui a décidé d'ouvrir une franchise en immobilier. Il va au salon de la franchise, parce qu'il y a de tout là-bas. Dans le salon de la franchise, il y a vraiment tous les métiers possibles. Et il y a aussi l'immobilier. Vous allez voir énormément de grosses marques que vous connaissez. Century 21, Era, Orpi, Foncia, Guy-Hockey, La Forêt, etc., etc. Des grosses marques puissantes qui fonctionnent très bien. Et qui vont présenter le principe de rentrer en tant que franchisé dans leur réseau d'agences. Maintenant, quand on connaît certaines grosses marques, on se dit si la marque est si grosse, c'est parce que la franchise fonctionne. La question n'est pas si le réseau dans sa globalité fonctionne ou pas. Parce que la majorité des grands réseaux, comme je parle de l'immobilier spécifiquement, Century 21, Era, Orpi, Foncia, Guy-Hockey, etc. Je donne plein de marques parce qu'elles sont toutes des très bonnes marques. Le réseau entier fonctionne en général et fonctionne bien. Mais moi, je regarde d'une manière très locale et très précise et dans le détail de l'agence immobilière qui a pris justement la franchise. Lorsqu'on est Pizza Hut, Alain Flelou, etc., on reçoit tellement de choses qu'on regarde l'argent qu'on a investi, on se dit ça vaut le coup. Ils m'ont donné plein de choses. Et non seulement ils me donnent plein de choses, mais j'ai payé pour ça. Mais si j'arrête de payer ou je sors de la franchise, est-ce que je peux continuer à vendre du Pizza Hut? D'abord, je ne pourrais pas vendre du Pizza Hut, mais imaginons que j'ai appris maintenant à faire de la même pizza que Pizza Hut. Est-ce que je pourrais continuer et faire autant de chiffre d'affaires? Et bien, la réponse est non. Parce que avec le concept vient d'abord une grosse clientèle qui va adorer Pizza Hut et qui ne pourra pas acheter Pizza Hut ailleurs que chez Pizza Hut. Mais mis à part ça, si je n'ai pas la maîtrise, le savoir-faire, la connaissance, les outils, hop, et on m'enlève tout ça parce que je n'ai pas le droit de les utiliser si je ne suis pas dans la franchise. À la fin, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste de la farine, des œufs, du sel et du sucre et un peu de tomate. C'est ça qui va me rester si je retire tout ce que la franchise m'apporte. Mais dans l'immobilier, et c'est comme ça que ça fonctionne, la majorité des franchiseurs, parce qu'il y en a quelques-uns qui sortent un peu du lot, mais c'est un ou deux réseaux de franchise qui sortent totalement du lot et qui ne sont pas spécialement en termes de franchise, mais plutôt en termes de collaboration et d'association. Donc je mets cela de côté. Mais tous ceux qui fonctionnent en termes de franchise, ils vendent quoi au final? Ils vont vous dire. Et là, je ne vais pas rentrer dans les marques et je ne vais pas rentrer dans le détail pour éviter justement de me créer des problèmes. Et donc, on va voir un gros franchiseur et on pense, je suis dans le salon de la franchise et je l'ai fait plusieurs fois. Hein. Je crois qu'une fois tous les 2 ans, je vais au salon de la franchise pour me renseigner un tout petit peu sur ce qu'ils proposent, pour voir s'ils ont évolué avec le temps. Et ça, depuis 10 ans, je fais ça et j'adore faire ça d'abord pour voir s'il y a des nouveautés dans le marché. C'est très important de regarder un peu ce qui se passe autour de son propre métier, de sortir la tête du guidon et d'avancer en regardant ce qui se passe. Donc j'adore faire ça déjà. Mais je vais surtout rentrer dans le détail. Et donc, ce qui va se passer si je suis boucher ou charcutier, alors j'adore ces métiers aussi, ils sont très bien, hein, mais quand je parle de cela, parce qu'ils veulent changer complètement de métier, et ça arrive tout le temps, qui viennent et qui
et qui font le tour justement de toutes les franchises, de tous les franchiseurs. Ils auraient pu trouver quelqu'un qui vend du matériel informatique, après un gars qui vend des pneus, ou un autre qui ouvre des garages, etc. Et ils auraient pu tomber sur une pizzeria, et ils tombent aussi sur une agence immobilière, enfin un réseau d'agences immobilières. Et là, il va aller voir. Donc, il a vu que tous les droits d'entrée là-bas, c'est 50 000, 40 000, 100 000, etc. Et donc, il est en train de comparer les prix et les droits d'entrée, alors que ce n'est pas du tout son métier. Alors, pourquoi les gens changent de métier? Parce que des fois, ils en ont un peu ras-le-bol. C'est bon, j'ai été boucher pendant 20 ans, j'ai envie de faire autre chose. Au final, c'est un commerçant, il pense qu'il va réussir un peu partout. Sur les grandes lignes, c'est vrai. Un commerçant, c'est un commerçant, mais on ne vend pas les mêmes produits de la même manière à chaque fois. Et on est quand même censé rentrer dans un nouveau métier. Et donc, il y a des gens qui étaient dans un autre métier, qui passent devant un stand d'un franchiseur au salon de la franchise, et ils posent des questions simples. Hein. Combien c'est les droits d'entrée? Alors là-bas, on va dire, chez nous, dans notre réseau, c'est 10 000 euros. Et chez nous, le droit d'entrée, c'est 15 000. Ou chez l'autre, c'est 20 000. Et en général, ça va varier entre 5 000 euros à peu près 30 000 euros. Ça, c'est les prix que je connais. Voilà, c'est à peu près les prix et les droits d'entrée de la majorité des franchiseurs, entre 5 000 et 30 000 euros. Mais c'est pas parce qu'on paye 5 000 que le réseau est moins bon. C'est tout simplement parce que des fois, le réseau a envie de se développer un peu plus rapidement, ou il est déjà développé. Et donc, les droits d'entrée sont moins chers. Mais bon, peu importe. Des fois, ça varie entre 5 000 et 30 000 euros. Maintenant, qu'est-ce que je reçois dans les droits d'entrée? Rien, à part la marque. Je reçois une marque. Maintenant, dans l'immobilier, à la différence de n'importe quel métier, la marque, elle n'a pas d'importance pour chercher de la clientèle. Elle n'a pas beaucoup d'importance. C'est-à-dire sur Pizza Hut, ça a une importance à 90%. Dans l'immobilier, ça a une importance à 10%. Maintenant, c'est pas fini. Hein. Je vais payer ma marque à 5 000 ou 10 000 ou 15 000 ou 30 000 euros de droits d'entrée. Et après, qu'est-ce que je reçois du franchiseur? Et dans l'immobilier, on reçoit rien. Alors, on va nous dire, oui, mais je vous ai donné la charte graphique. Ouais, bon, tu as créé la charte graphique une fois, et c'est tout. La charte graphique, c'est potentiellement un site internet, les couleurs d'un logo, des cartes de visite. Et ça, c'est des fichiers PDF ou des JPEG. C'est déjà stocké dans l'ordinateur depuis des années. Et on leur dit, voilà, tiens, ça, c'est ton package, charte graphique. Ok, super. Bon, et quoi d'autre? Allez, une formation pour toi. Une formation pour toi, combien ça coûte? Pour un patron d'agence, ça va te coûter 5 000 euros ou 10 000 euros sur un an. Tu vas payer cher parce qu'il faut absolument qu'on te forme. Ok, tu m'as formé et après. Et maintenant, commence ton agence immobilière. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois recruter des négociateurs. Maintenant, à ce moment-là, le patron d'agence, il reçoit aucun négociateur de la part de la tête de la franchise. Parce que la tête de la franchise, enfin le franchiseur, n'a pas comme mission en général de recruter pour l'agence immobilière locale des négociateurs. Ils vont peut-être lui envoyer des CV qu'ils reçoivent d'une manière automatique, mais ils ne vont pas faire le travail de recrutement. Et ça, c'est tout à fait normal, parce que chaque patron va recruter ses propres candidats. Une fois que le patron il a recruté ses candidats, il va les envoyer en formation chez le franchiseur. Mais dans l'immobilier, aujourd'hui, 80% des emplois sont des emplois où il n'y a pas de salaire, où ils sont à la commission. Et c'est très 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 difficile de trouver des personnes qui vont travailler à la commission, donc des agents commerciaux dans l'immobilier. Non seulement c'est très difficile de les trouver, ces gens-là, c'est très difficile de les convaincre à devenir agents commerciaux dans l'immobilier. Mais non seulement c'est des agents commerciaux qui ne vont pas recevoir de salaire à la fin du mois, mais en plus, certains réseaux d'agences vont dire aux négociateurs, paye ta formation. Et en général, le droit d'entrée pour la formation, c'est 1 000 euros pour chaque négociateur. C'est en général le tarif. Maintenant, on va dire à un négociateur, tiens, paye 1 000 euros. La majorité des négociateurs ne vont pas recevoir de salaire et donc ils ne sont pas spécialement très très chauds pour aller payer 1 000 euros de formation. Alors le patron, il se dit, donc tu n'as pas l'argent pour payer la formation, donc je vais le payer pour toi. Maintenant, le patron d'agence immobilière va peut-être payer la formation initiale à 1 000 euros, mais qu'est-ce qui va se passer si le négociateur s'en va après un mois de formation ou il ne finit pas la formation parce que peut-être la formation n'est pas bonne? Et donc, il va arrêter de travailler, mais le patron d'agence, lui, il a déjà payé 1 000 euros. Il va essayer une fois, il va essayer deux fois, il a déjà dépensé 2 000 ou 3 000 euros pour 3 négociateurs qui ont peut-être démissionné après 1 mois, 2 mois, 3 mois. Après 3 000 euros, vous savez ce qui se passe? Ça, c'est dans la majorité des cas des franchisés dans l'immobilier. Ils vont dire au franchiseur, écoute, je ne t'envoie pas un négociateur en formation parce que je n'ai pas envie de payer 1 000 euros tant que je ne suis pas certain que le négociateur est très motivé à travailler chez moi. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ils vont recruter des négociateurs qui ne vont pas être formés. Donc, encore une fois, ils ne vont pas être motivés à réussir parce qu'ils n'ont pas les formations et les outils qu'il faut.
Donc, ils vont arrêter après 1 mois, 2 mois, parce que justement, ils n'ont pas reçu la formation, parce que le patron ne voulait pas payer la formation, parce qu'elle était trop chère, parce que le franchiseur n'a pas euh, aidé le franchisé à recevoir des négociateurs qualifiés. Dans les autres domaines, en général, les gens vont être salariés, et donc les patrons de Pizza Hut savent très très bien que je vais salarier un gars, il va rester avec moi minimum 1 an, 2 ans, 3 ans, même 5 ans, parce qu'il a un métier, il a un travail, il a un CDI, donc il va rester dans son job. Dans l'immobilier, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire on prend un très gros risque d'investir une formation sur un gars qui va peut-être partir 1 semaine ou 2 jours plus tard. Donc les gens ont peur de s'engager. Donc, un patron d'agence qui a pris une enseigne à 10 000 ou 15 000 euros, a payé sa propre formation à 5 000 ou 8 000 ou 9 000 euros de formation pour en tant que directeur d'agence, va devoir investir encore de l'argent pour chaque négociateur qui n'est pas sûr de garder. Il va devoir les chercher lui-même et d'aller les recruter, faire des entretiens d'embauche, etc. Donc, il va devoir faire un certain travail de recrutement qui est très, très, très difficile au jour le jour. Moi, je le fais, ça fait des années, ça fait plus de 8 ans que je recrute des négociateurs en immobilier en quantité dans toute la France et c'est très difficile. C'est toute une mécanique, un savoir-faire, une connaissance, des conférences, etc. pour attirer des négociateurs vers un certain concept. Une agence immobilière normale dans un quartier quelque part à Paris ou n'importe où ailleurs, ça va être très 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 difficile pour eux de recruter des négociateurs. Et donc le franchiseur, il lui dit à ce patron d'agence, écoute, c'est ton problème, tu as ouvert une agence, moi je te donne la marque, je te donne la formation dès que tu auras un négo, mais entre-temps, débrouille-toi. Et donc le franchisé, il se retrouve à avoir payé 10 000, 15 000, 30 000 euros en droit d'entrée avec une façade, une marque, une enseigne qui a coûté de l'argent, des cartes de visite, des flyers, des affiches qui ont coûté de l'argent, un site internet qui a coûté de l'argent, des logiciels qui ont coûté de l'argent. Et des mois après l'ouverture qui lui a coûté beaucoup d'argent, où il ne fait pas de chiffre d'affaires, parce que dans l'immobilier, déjà, c'est très long à faire du chiffre d'affaires, même pour une agence. Et donc, au final, qu'est-ce qui se passe? Il se retrouve avec une marque sur sa vitrine, une marque sur son enseigne, avec laquelle il ne peut pas jouer. Il ne peut pas jouer avec cette marque, il ne peut pas en sortir si facilement, parce que les contrats de franchise sont sur 5 ans. Donc, non seulement c'est dur de rentrer dans une franchise parce que ça coûte beaucoup d'argent, mais d'y rester, si jamais on ne reçoit rien de la part de la franchise, ça va coûter encore plus d'argent. De mon point de vue, dans l'immobilier, ce principe-là de vendre une marque en faisant croire aux franchisés futurs que les clients vont pleuvoir dans l'agence, ça aussi, c'est une grosse arnaque. Pourquoi? Parce que dans l'immobilier, celui qui fait rentrer le client dans l'agence, c'est justement le négociateur qui lui-même va aller démarcher des vendeurs pour prendre des biens à la vente, qui lui-même va publier les biens sur Se Loger, Le Bon Coin, Explorez-moi, Vendre à louer, et non pas sur le site de la marque, parce que les sites de la marque en général ne sont pas très visibles, même s'ils sont de gros réseaux. Les plus gros annonceurs et supports publicitaires sont Se Loger, Le Bon Coin, et la majorité des acheteurs vont là-bas, ils ne vont pas sur les sites des réseaux immobiliers. Ça, c'est la réalité du marché, c'est comme ça. Et donc, le négociateur lui-même va chercher des mandats, lui-même va chercher des affaires, lui-même va les mettre en ligne, alors avec l'argent du patron d'agence qui va payer la publicité. Le négociateur va recevoir des appels, le négociateur va faire des visites, le négociateur va négocier, le négociateur va vendre. À quel moment l'enseigne elle est rentrée en jeu? À aucun moment. À quel moment le franchiseur est rentré en jeu? À aucun moment il a aidé dans toute cette action-là. Tout a été fait par le négociateur. À quel moment on pourrait dire que l'enseigne rassure? Pratiquement, de mon point de vue, à aucun moment. Des fois, c'est beaucoup plus simple de venir avec une marque qui est puissante chez un vendeur en lui disant, écoutez, voilà, je suis telle et telle marque. Ah, je la connais. Est-ce qu'on va discuter? Non, parce que ça ne marche pas comme ça. C'est pas parce que la marque est connue que le négociateur va tout de suite être bon. C'est pas parce qu'on est sous une belle marque que je suis automatiquement un très bon négociateur. Parce que c'est tout un métier d'être négociateur en immobilier. Et donc, c'est pas parce que je me balade avec une carte de visite jaune ou rouge ou verte, peu importe, que je vais justement montrer que je suis un champion du monde et les gens vont me confier ce qui est le plus cher à leurs yeux, qui est leur bien, leur appartement, leur maison, leur villa, à tout simplement à un gars qui vient avec une marque. Ce métier, il est réellement basé que sur du relationnel et une agence immobilière fonctionne grâce à ses négociateurs. Dans l'immobilier, les gens qui rentrent en franchise sont tout simplement pas conscients de l'argent qu'ils vont dépenser pour rien. Vraiment pour rien. Ils vont jeter de l'argent par la fenêtre.
Alors bien sûr, il y a des franchisés qui fonctionnent très bien. Et moi, ce que je dis à ces franchisés-là, c'est ils auraient pu fonctionner très bien, même sans la franchise. Parce que même sans le franchiseur et sans la marque. Parce qu'à partir du moment où on est bon, on est bon. Il n'y a pas besoin d'avoir une marque au-dessus de sa tête parce qu'au final, c'est le patron d'agence qui fait toute la différence. C'est le négociateur qui fait toute la différence avec le service, sa qualité, son professionnalisme. Et c'est pas la marque. La marque, quand je vais taper aux portes, elle se balade pas au-dessus de ma tête. On me voit pas avec toute la journée avec ma marque qui se balade sur mon front ou dans mon sac, etc. C'est pas ce que je mets en avant tout le temps. Ce que je mets en avant tout le temps en tant que négociateur sur le terrain, c'est ma poignée de main, c'est ma façon de parler, c'est ma façon de convaincre les gens, mon amabilité, mon professionnalisme, ma ponctualité, mon savoir-faire, mes connaissances dans le métier, c'est ça que je mets en avant. Et au final, si je suis bon, on va regarder ma marque et on va dire ah, sa marque, c'est les gens, ils sont bien. Mais si je suis mauvais, on va aussi regarder la marque, on va dire cette marque, c'est des mauvais. Parce que le premier acteur, celui qu'on va voir en premier, en front line, c'est le négociateur. Et la marque qui est au-dessus n'a pratiquement aucune importance. Alors des fois, oui, on peut se dire ça rassure, je connais cette marque. Ok, mais quand je rencontre le négociateur, s'il est mauvais, la marque n'a plus aucune importance. Je ne vais pas confier mon bien de 400 000 euros à quelqu'un qui parle mal, qui discute mal, qui négocie mal, qui travaille mal, qui ne connaît pas toutes les lois parce qu'il est d'une certaine marque. Et dans l'immobilier, c'est assez spécial parce que c'est comme ça que ça fonctionne. On a toute une agence immobilière, on paye beaucoup de charges, etc. pour au final mettre tout entre les mains d'un négociateur qui vient de commencer son métier. Maintenant, pourquoi je vous raconte tout ça? Parce qu'il y a une personne euh, avec qui j'ai eu plusieurs rendez-vous, justement, pour rentrer dans mon réseau d'agence qui fonctionne totalement à l'inverse d'une franchise. Ah, j'ai oublié de vous dire que dans les franchises, il n'y a pas simplement les droits d'entrée et les formations. Il y a aussi un pourcentage sur le chiffre d'affaires que chaque négociateur va faire et un pourcentage sur le chiffre d'affaires qui est reversé aux franchiseurs. Et ce pourcentage de chiffre d'affaires, il va varier entre 3% à 9% des fois sur le chiffre d'affaires global de l'agence. Et si jamais l'agence ne fait pas de chiffre d'affaires, elle paye quand même un forfait mensuel pour que le réseau de franchise gagne de l'argent, même s'il ne ramène rien. Et ça, c'était un détail très important. Je ne sais même pas comment j'ai fait pour l'oublier. Et alors, non seulement il y a un pourcentage de chiffre d'affaires qui va varier entre 3 et 9% en général, ça dépend du chiffre d'affaires qu'on réalise, mais en plus, on va rajouter un pourcentage sur le chiffre d'affaires pour ce qu'ils disent, hein, les franchiseurs, sur la communication globale et nationale du réseau pour que la marque soit vue. Donc, en fin de compte, c'est vrai que le principe d'un franchiseur, c'est de développer son réseau grâce à l'argent du franchisé. Mais si le franchisé ne reçoit aucune aide du franchiseur, l'argent qu'on a payé, il a servi à rien. Et dans l'immobilier, l'argent qu'on paye au franchiseur, la majorité du temps, il ne sert à rien. Il ne ramène pas d'argent localement dans mon agence immobilière parce que c'est comme ça, ce métier-là, et c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, ce client-là, ce potentiel futur client que j'aime beaucoup et que j'ai rencontré plusieurs fois, il a les mains liées parce qu'il est rentré dans un contrat de franchise avec un franchiseur qui n'est pas très très connu, mais il a signé un contrat de franchise avec lui pour les 5 ans. Ça fait, je pense, à peu près un an qu'il est rentré dans cette franchise. Il a fait un tout petit peu de chiffre d'affaires, mais il n'arrive pas à sortir de ce réseau de franchise qui lui apporte rien. J'ai eu un premier rendez-vous avec lui, il y a, je crois, bientôt un an. Et j'ai beaucoup discuté avec lui. Je voyais que c'était une personne très motivée qui n'était pas justement du monde de l'immobilier. Je ne dirais pas dans quel domaine il était avant parce que ça n'a aucune importance maintenant. Il va se reconnaître de toutes les manières. Euh, il n'était pas du monde de l'immobilier. Il connaissait un tout petit peu. Il pensait que c'était un métier important pour lui et potentiellement une future carrière qui pourrait s'ouvrir devant lui. Il a décidé de se lancer. Donc, il a payé les droits d'entrée. Il a payé les formations au départ pour les négociateurs. Et ce que je vous ai raconté comme histoire, c'est exactement ce qui lui est arrivé à lui depuis qu'il est rentré dans cette franchise. Au final, il s'y retrouve pas, il n'arrive pas à générer assez de chiffre d'affaires. La franchise ne l'aide pas pour lui ramener ni des négociateurs, ni de communication, ni clients, ni rien du tout. Et pourtant, tous les mois, ils vont lui prélever de l'argent sur son compte en banque, alors que le franchiseur ne lui ramène rien, ni en client, ni en négociateur, ni en rien du tout. Et il est toujours dans le dilemme quand il veut recruter un gars, est-ce qu'il envoie en formation ou non? Non, parce qu'il n'a plus d'argent.
Donc, je suis parti le rencontrer plusieurs fois, et plusieurs fois on discute, et il meurt d'envie de bosser avec moi. Donc, je ne vais pas parler maintenant de mon réseau d'agences et comment je fonctionne, parce que ce n'est pas le but de ce podcast, parce que ça serait que de la publicité, et la publicité, j'en fais assez sur nos sites internet. Mais je ne suis pas une franchise, et je ne réfléchis pas comme un franchiseur, même si je donne une marque aux agences immobilières avec qui je travaille en réseau. Mais j'ai une méthode de fonctionnement totalement différente qui, justement, dans le but euh, de donner quelque chose à mes clients, sinon ils n'ont pas de raison de me payer. Mais lui, il s'est retrouvé dans mon concept. Il a dit, je veux absolument rentrer dans votre réseau, j'ai envie que vous m'aidiez, j'ai envie qu'on développe ensemble, etc., etc. Et moi, je voulais absolument l'aider à se développer et à l'intégrer dans le réseau. J'ai fait plein d'efforts sur le papier pour, pour qu'on s'arrange, point de vue contrat, et que ça se passe bien pour lui, etc. On a serré la main, on s'est serré la main, et il était chaud bouillant pour qu'on commence justement il y a 3-4 jours de ça. On s'était dit qu'on va rentrer le 1er décembre. Je l'ai appelé quelques jours avant pour lui dire où on en est, qu'est-ce que vous faites, etc. Il me dit, j'ai essayé d'appeler le siège, et c'est simple, ils veulent pas me laisser sortir du réseau. Moi, je lui dis, ça veut dire quoi, ils veulent pas vous laisser sortir du réseau? Euh, Ben, c'est simple, j'ai un contrat de 5 ans, ils ne veulent pas me laisser sortir, je suis obligé de continuer avec eux. Moi, je dis, j'ai pas compris. C'est-à-dire, vous essayez vous voulez sortir, ils veulent pas vous laisser sortir. Vous leur avez dit qu'ils vous ramènent rien, ils ont dit oui. Vous leur avez dit que ça coûte trop cher pour absolument rien, ils sont d'accord avec vous. Euh, vous leur dites que vous n'avez plus envie de payer parce que la franchise, elle ne vous plaît plus. Et ils vous disent quand même, non, il faut rester encore 4 ans. Et je lui dis aussi, vous avez relu votre contrat, parce qu'on bien sûr on a discuté longtemps sur ce sujet, vous avez relu votre contrat et vous avez remarqué que vous avez payé droit d'entrée, vous acceptez le deal, et vous acceptez aussi qu'il vous donne absolument rien, et vous acceptez de payer. Donc vous acceptez de payer pour rien, et personne vous donne la permission de sortir de cette franchise. Et que si jamais vous n'êtes pas content, vous allez continuer à rester avec cette affiche au-dessus de votre tête, avec cette marque au-dessus de votre tête, alors que vous n'êtes pas content et vous êtes potentiellement au bord d'une fermeture. Parce que si vous ne faites pas de chiffre d'affaires, vous allez fermer, c'est ce qui va se passer. Et il a dit oui. Moi, je lui ai dit d'aller clairement voir le patron de la franchise et de lui dire, voilà, c'est simple, c'est où tu m'aides et je me développe comme il faut, ou tu m'aides pas, tu continues à résister sur ce contrat, et je vais devoir sortir. Ramène-moi des négociateurs, ramène-moi des clients, fais vraiment de la communication avec l'argent que je te paye, mais tu ne peux pas m'obliger à rester. Il l'a fait ou il l'a pas fait, je ne sais pas. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, il se sent totalement menotté à cette marque. Moi, je ne vais pas le pousser ni à rompre le contrat, ni à faire quoi que ce soit de mauvais, etc. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que quand vous allez réfléchir à une franchise en immobilier, c'est simple. Regardez bien le contrat, vérifiez qu'est-ce qu'il vous donne en échange de l'argent que vous devez payer. C'est simple. Si on ne vous ramène pas dans une franchise des employés qualifiés, si on ne vous forme pas ces employés comme il le faut, qui vont vous assurer que ces gens-là vont faire du chiffre d'affaires et qui vont vous donner la possibilité de payer simplement à la fin de la formation, voire au moment où les gens font des chiffres d'affaires, ne rentrez pas avec eux. Si vous ne ramènent pas et vous certifient pas qu'ils vont vous ramener des clients parce que la marque est puissante, ne rentrez pas avec eux. Si vous ne garantissent pas qu'ils vont vous prélever de l'argent uniquement si vous faites du chiffre d'affaires, ne rentrez pas avec eux. Si vous voyez que la seule chose qu'ils vous donnent, c'est une marque et rien d'autre, ne rentrez pas avec eux. Parce que si vous faites l'inverse de ce que je suis en train de vous dire, vous allez vous retrouver comme l'autre client à rester pendant 5 ans accroché à une marque qui ne vous ramène à rien du tout. Alors à chaque fois, on va vous dire, oui, mais il faut appliquer la méthode, il faut appliquer les techniques. Mais oui, on veut bien appliquer les méthodes et les techniques, mais il nous faut des négociateurs, il nous faut des clients pour appliquer les méthodes et des techniques. Sinon, tout le reste, c'est du vent, c'est du blabla. Donc, la meilleure façon de réfléchir lorsqu'on prend une franchise, en général, c'est de faire la comparaison et l'analyse de ce qu'on paye en contrepartie de quoi.
Il faut vraiment recevoir quelque chose, pas simplement une marque. Une marque ne fait pas tout, peu importe le concept qu'on a. Si Pizza Hut vous donne un droit d'entrée à 100 000 euros et vous dit voilà, tu achètes la marque et basta, débrouille-toi tout seul, Pizza Hut, ça ne marchera pas. Même chose avec Domino, c'est Afflelou. Pour que ça fonctionne, ce genre de marque, il doit venir avec du matériel, avec des matières premières, avec un concept, une idée, une recette et surtout une clientèle qui suit la marque. Peu importe la marque de franchise que je vais prendre en immobilier, les clients ne vont pas courir. Parce que dans l'immobilier, c'est comme ça que ça fonctionne. Une agence doit démarcher tous les jours des vendeurs qui ne nous connaissent pas, qui ne connaissent pas notre numéro de téléphone, qui ne connaissent pas le négociateur, qui ne connaissent pas l'agence. On doit les démarcher. Personne dans l'immobilier, aucun vendeur ne court dans l'agence. Ça n'existe pas, ça n'existe plus en vrai. À une époque, ça aurait pu exister, mais ça n'existe plus. On est en 2017. Aujourd'hui, tout se passe sur Internet et les gens ne courent pas déposer des mandats dans les agences immobilières. Tous ceux qui veulent chercher à faire une franchise dans l'immobilier, moi je vous déconseille de le faire déjà. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur ce sujet ce soir. J'espère que je n'ai pas énervé trop de monde. Mais par contre, j'espère avoir ouvert les yeux à ceux qui auraient dû les ouvrir depuis un certain temps et surtout aux prochains. Évitez de vous faire avoir parce que la vie d'un entrepreneur, c'est aussi ce genre de décision qu'on doit prendre. J'ai envie de lancer ma machine de guerre. Où est-ce que je vais la lancer? Avec qui je vais la lancer? Est-ce que je suis capable d'innover? Est-ce que je suis capable de réfléchir seul? Ou est-ce que j'ai besoin absolument que quelqu'un me donne une idée ou un concept? C'est bien l'idée d'acheter un concept chez les gens, c'est très bien. Mais il faut que les gens, lorsqu'on les paye, on reçoive vraiment un concept qui fonctionne et non pas du vent et du blabla. Passez une très bonne soirée, une très bonne journée à toutes et à tous. À très bientôt, bye bye.